tranquillement et tout. Tout le monde, OBS m'a dit merde, ma connexion internet m'a dit merde, parce qu'en plus d'être en retard, tout me dit merde en ce moment, voilà. Du coup, on en était simplement à la troisième question avec Marie, et j'allais lui demander ce que tu aimes ou n'aimes pas dessiner, et ce que tu n'aimes pas, c'est quoi ta bête noire? Euh, alors, un truc que je n'aime pas dessiner, c'est tout ce qui est furries ou tout ce qui est genre les armures, tout ce qui est trop mécanique, trop poussé, trop détaillé. Mhm, Parce que ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. J'essaye, j'en ai déjà fait, mais c'est pas mes trucs préférés. ok, Mais c'est quelque chose que, à la limite, j'aimerais développer, mais peut-être pas tout de suite. C'est pas ok, ma principale envie en ce moment. ok. Mais sinon, voilà, c'est à peu près tout ce que je n'aime pas dessiner. Pour l'instant, c'est le premier truc qui me vient en tête. Après, j'avoue que je vais dire un truc, j'espère que ça sera pas mal interprété, mais tout ce qui est les personnages avec des handicaps, par exemple un personnage en fauteuil roulant. Ouais. Non pas que je n'ai pas de respect du tout, au contraire. Moi, j'aime tout le monde à partir du moment où tout le monde est respectueux et ainsi de suite. Mais pour l'instant, vu que ça fait partie du côté très mécanique, très poussé, il faut connaître le détail de comment Mm, ça fonctionne avant de pouvoir le dessiner. Pour l'instant, je serais incapable de dessiner des personnages en fauteuil roulant. mm. Mais Par peur de je vais mal les essayer. représenter, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai peur de faire du mal plus que du bien en le faisant. Mm. Je vois ce que tu veux dire, ok. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, qu'est-ce que t'aimes dessiner? Oh, ce que j'aime dessiner. Qu'est-ce que j'aime dessiner? J'adore inventer des personnages, ça, vraiment, faire du design. D'ailleurs, c'est un truc pour lequel je suis, entre guillemets, vraiment, entre guillemets, connue sur Twitter, je trouve. Mhm. C'est tout ce qui est les dessins comme ici présent, mes personnages qui se noient dans la piscine, les personnages sur les vieux papiers de vieux livres et mes collections de design pour mes personnages. J'en fais à peu près deux par an, ça dépend de mon imagination et de ce que j'ai envie de faire. Ok. Mais ouais, juste, je sais pas, je prends une template que j'ai déjà fait, une base, puis je fais tout, plein de nouvelles collections pour mes 44 personnages principaux sur un thème précis. Genre là, cette année, là, la dernière qui remonte, c'était sur le thème d'Halloween et j'adore faire ça. J'adore. Ok, d'accord. Mm. Donc là, c'est la petite question un peu interlude, la petite question un peu douceur. C'est quoi ta couleur préférée? En ce moment, enfin, en ce moment et depuis je dirais un an ou deux, je dirais que c'est le jaune. Jaune, une couleur solaire, une couleur Ouais, citron, tout ça ça. exprime la joie, la gaieté. Enfin, c'est super cool le jaune. Je suis assez d'accord. Hmm, la cinquième question, c'est quel média tu préfères pour dessiner, traditionnel, digital, autre, parce que j'ai cru comprendre que tu faisais de la résine. Ben, je pense que ça restera toujours et à jamais le traditionnel. Je pense que même si, imaginons, là, on m'offrait une tablette avec tout le savoir-faire déjà à l'intérieur de mes mains et de ma tête pour savoir dessiner au digital, Ouais, je pense que je préférerais quand même le traditionnel. Parce que d'accord. je vois ça, par exemple, en écriture. J'écris aussi des histoires avec mes personnages, du coup. Mhm. Et je sais que même si j'ai un ordinateur à portée de main et qui est largement plus simple d'utilisation, entre guillemets, que avoir 36 millions de crayons à disposition, Ouais. je préfère quand même d'abord écrire au papier Mhm. et après faire réécrire à l'ordinateur. Je préfère avoir le contact de la chose et pouvoir, je sais pas, c'est comme visualiser finalement. Mm. Ok, d'accord, je vois. D'accord. Donc le traditionnel, ça reste toujours ton média de Oui, prédilection. oui, puis j'ai Euh, accumulé beaucoup trop de matériel pour pouvoir passer à autre chose. je comprends. Alors attends, je suis en train de vérifier quelque chose, mais je crois qu'on n'est plus en live depuis tout à l'heure. Ah, Attends. Oh, cette journée. Cette journée. ouais. C'est... Alors, parce que je vois qu'il y a marqué arrêter le streaming, mais vous êtes en live. Pourquoi tu me fais peur comme ça, Twitch? Nom de Dieu. Nom d'un chien, Twitch. Oh, c'est pas vrai, ça de me fout la trouille comme ça. La technologie de nos jours, on sait plus ce que Ouais, c'est un c'était. peu ça, ouais. Ok, donc c'est bon, je suis bien en live. Enfin, je crois. Si? Non? Oui. Je suis bien en live. Amen. J'ai eu peur. Ok. Et la sixième question, c'est est-ce que tu aimerais un jour être publié? BD, manga, artbook, ce genre de choses? J'avoue que c'est quelque chose qui me ferait vraiment trop.
plaisir en fait. Genre, je prends trop de plaisir à dessiner, à écrire des histoires depuis que je suis gamine. Et je me dis franchement, enfin, sans vouloir me jeter des fleurs non plus, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec tous les univers que j'ai créés Mhm. autour de mes personnages et que j'ai inventé. Je pense qu'il y a matière à faire quelque chose de sympa quand même. Et ça me ferait trop plaisir. Ah bah, ce serait vraiment cool en vrai. C'est un Mm, peu mm, mm. le goal qu'on a tous. Mais et du coup, tu préférais quoi? Une bande dessinée, un manga, un artbook, une BD jeunesse Peu peut-être? importe. Peu importe? Peu importe. D'accord, En ok. vrai, peut-être pas quelque chose pour la jeunesse parce que, en général, bon, c'est pas non plus hyper profond ce que j'écris et ce que j'invente, mais ça reste quand même. Il y a beaucoup de thèmes violents, un peu. Enfin, en tout cas, dans l'histoire que j'écris en ce moment, Crystal Method, il Mhm. y a beaucoup de gore, de violence, Oui, d'allusions, par exemple, au suicide ou à des choses comme ça. oui. À des pensées qu'on peut avoir, des pensées noires, peu importe. Là, par exemple, même le personnage que je vais colorier là avec toi en live, Mhm. c'est pas n'importe quel personnage. Et bon, quand après on détaille un peu son histoire, on se rend compte que c'est peut-être pas fait pour les ados. Oui, d'accord, ok, je vois. Oh, je te rassure, ça restera en lien avec l'histoire qui parle de violence sur enfants, donc ça va. C'est- Ça reste en lien dans le truc, on irait dans la même veine. J'ai choisi le bon personnage. Ah bah. Alors, du coup, pour la septième question, est-ce que tu as déjà eu des commandes? Et si oui, est-ce que tu as eu des clients casse-pieds ou des commandes dites un peu particulières? Alors, oui, j'ai déjà eu des commandes pour le dessin ou pour la résine. J'ai Mhm. jamais eu de client casse-pied. Au Ouais. contraire, après, j'en ai pas eu beaucoup des commandes. D'ailleurs, c'est un truc qui me manque un peu d'avoir une petite commande. Mais bon, je suis plus contente d'avoir des art trades que des commandes. Mhm. Enfin bref, j'ai pas eu de client casse-pied. Tout s'est toujours très bien passé et je suis même contente d'en avoir eu. Surtout que c'était pas encore au moment où j'avais un niveau encore très élevé. Je dis pas que mon niveau là est excellent, mais comparé au moment où j'ai eu des commandes, je préfère largement le niveau que j'ai en ce moment qu'avant. Mais Ok. voilà, et en termes de commandes très particulières, j'en ai eu une Mhm. par rapport à la résine, et c'était cet été. On m'a commandé des paddles pour le BDSM, Je viens de voir ouais, sur ton Insta le fameux paddle avec les petites fleurs et tout ça. et ça m'a fait très rire, et j'ai accepté parce que je me dis en vrai, c'est rigolo, c'est mignon, puis la personne qui me l'a commandé, je la connaissais, elle est très respectueuse, c'est Hmm. une très bonne personne en termes de comment dire de culture BDSM et tout. C'est pas le genre de personne qui va vous dire ouais le BDSM c'est on te soumet sans nanani nanana. Mhm. Non là c'est une très bonne personne qui prend en compte les besoins, les Hmm. envies, Ok. les limites, etc., etc. Donc je suis très contente qu'elle m'ait commandé ça et d'avoir pu lui faire. Trop bien, c'est cool. Mm, Et en mm, plus, pour l'avoir vu sur ton Insta, il est très très sympa. Franchement, j'avoue que j'ai un petit coup de cœur personnellement pour la petite citrouille que je trouve mm. très mignonne parce que moi, tout ce qui est Halloween, je suis fan, hein. Oh Halloween. Oh Halloween, Mazette. l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Oh, ça remonte à ce que je l'ai vu, mais oui, c'était sympa. Ah, moi, ça fait partie de mes trucs d'enfance, donc forcément, ça reste mon truc Mm. premier quand Ah j'y ouais, pense je à comprends. Halloween. Et alors, du coup, pour la dernière question, c'est quoi ton film d'animation préféré? Alors, en général, les gens galèrent un petit peu sur cette question, donc t'as le droit à un top 3 et d'inclure des séries. C'est pas illégal. Alors, truc d'animation. Bah, écoute, je suis balance de base et en plus d'être balance, je ne sais pas faire de choix tout court. Je vais regarder là sur mon ordi vite fait ce que je regarde en général. Mhm. Ça va aller plus vite. C'est une Mais idée en vrai, c'est une idée. oui, parce que je sais pas choisir. Ça se trouve, là, je vais te dire une bêtise. Ça se trouve, je vais te dire le Pôle Express, puis dans 2 semaines, je vais te dire, ah ben non, c'était Miss Peregrine. Enfin, j'en sais rien. Enfin, c'est pas un film d'animation, mais bref, je pense que tu auras compris le fond de Oui, l'histoire. oui, t'inquiète. Je Je vois, je dirais vois. que, en vrai de vrai, Mhm. euh, il y a en tout cas un film d'animation dessin animé que je me lasserai jamais de regarder, c'est Mulan de Disney. Hmm, ok. Euh, Après, je t'avoue, j'en ai pas spécialement des préférés, mais pareillement dans la branche de je passe mon temps à regarder ça, le Pôle Express du coup. Ok. Et après, surtout des animés, c'est beaucoup Blue Exorcist, mais surtout Black Butler. Un Black Butler, oui.
Oui, 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 Black Butler. Sébastien. Ah oui, j'aime bien comme les fans de Black Butler, on se comprend instantanément, Docteur, oui, 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 Sébastien. Sébastien, évidemment. évidemment. Après, j'avoue que j'ai aussi une petite tendresse pour Grell qui est bah, Ah oui. sympa. Il est sympa. Il est con, mais il est sympa. Ah oui, 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 oui. Et j'ai découvert, d'ailleurs, petite anecdote, désolée, je Bah si, je casse un t'en peu prie. le temps que tu as Vas-y. et tout, mais Non, non, j'ai vas-y. découvert une anecdote, c'est qu'en France, on est les seuls débiles à avoir genré grêle au masculin, alors que dans la version anglaise et apparemment, je dis bien apparemment originale parce que je ne sais pas lire le japonais, Mhm. apparemment, IL serait genré au féminin. Oh, En fait, on met genre grêle depuis le début. Normalement, on est censé dire elle en parlant d'elle, du coup. Et j'ai d'accord. découvert ça il y a... Mais j'avoue que bah, ayant regardé au tout début Black Butler en français et même à force de lire les mangas en français, j'ai tendance à dire il, Oui. mais je commence à essayer de dire elle plus souvent parce que je me dis la pauvre elle a rien demandé, on la met genre. Oui, oui, bah oui. Ah, Mm, après, mm, c'est mm. vrai que dans la manière dont se comporte Grell, c'est vrai qu'il y avait quand même quelques petits indices, mais bon, c'est vrai qu'en France, on nous l'a toujours dit il, Mm, etc. mm. Donc forcément, voilà Ouais, quoi. ouais, Ok, complètement. ok. Et bah écoute, l'interview se termine sur cette petite anecdote sur notre cher démon favori, enfin dieu de la mort pour le coup. Et on va passer sur l'autre overlay. Ça a été pour toi l'interview? C'était pas trop stressant ni autre? Non, au contraire, c'était sympa. Eh bah nickel. Et comme tu as pu voir, je nous ai mis dans un petit salon tout douillet avec le Ouais, petit feu de trop cheminée derrière. cosy. Et d'ailleurs, C'est le choupi. feu de cheminée, il y a effectivement le son quand les gens regardent le live. Parce que Oh, autant, nice. autant être cosy. Et j'adore le fait de discuter avec un petit fantôme qui a des glaces en guise de yeux et avec des petites bougies sur la tête. Je trouve ça adorable. Le petit fantôme avec les lunettes glace, c'est pas anodin, c'est vraiment un shooting photo qu'on a fait avec une pote et j'étais habillée comme ça du coup. Ah, c'est génial! Oh, je valide tellement! Oh, je valide Il est en tellement! tatouage sur ma jambe. Ah, je valide tellement! Je trouve l'idée incroyable. Alors, attends, je ferme le petit rideau, du coup. Ah, s'il veut bien. Non, il veut pas. Eh Au oh, revoir la cheminée. attends, voilà. Hop. Ah, oh, et puis merde, hein. Attends, attends, on va quand même y arriver. Ah! Oh bon, laisse tomber, on va passer directement sur l'overlay après, hein. Voilà. C'est bon, rage quitte. Alors, hop. Donc bougez pas, Je je suis vais... sur Discord. Oui! Hop, voilà, je mets son overlay en grand. Moi, je vais changer juste ma Oh, caméra. Hop, alors, sauter. Allez, zoom, arrière. Hop, voilà, on me voit. Moi, je vais juste... Attends, je vais décaler Discord. Je vais y arriver, hein. Oh là là, je suis pas douée aujourd'hui, au secours. Hop, on va mettre Discord en plein écran. Nickel. Donc là, vous voyez la patoune de Marie. La patate patoune. Mammouth. Voilà, la Ah, petite ça bouge en décalé. Ah, quand tu regardes sur le live, oui, c'est normal, il y a toujours un léger Oui, décalage. c'est très perturbant. Ah bah oui, ça je veux bien te croire. Je vais changer ma cam, moi, du coup, parce que je suis hors champ, comme on dit. Hop, activer, désactiver, merci. Vous Hop. voyez mon superbe setup avec le truc qui est complètement dégommé au fond là, mais tout va bien. Ah bah, quand on est artiste tradi, on a plein de bazar partout. Oh oui, 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 Du oui, coup, oui. voilà. Alors, il y a les triggers pour ceux qui arrivent sur le live. Au bout d'un moment, je les enlève, mais là, je vais peut-être les laisser, je verrai. Et du coup, on va continuer du thé pour les fantômes. Est-ce que tu veux un petit résumé, Marie, quand même, malgré tout? Allez, pourquoi pas. Alors, en gros, du thé pour les fantômes, c'est l'histoire de deux sœurs qui se retrouvent après 30 ans à ne pas s'être parlé. Et en gros, bah, elles se retrouvent pour la mort de leur mère. Et les deux sœurs en question se nomment pour l'une Félicité, qui est une passeuse de fantômes, et l'autre Agonie, qui est une sorcière. Et du coup, le problème, c'est que quand Félicité, elle va chercher le fantôme de sa mère pour en parler avec elle, et qu'avec sa sœur, parce que sa sœur veut des réponses, parce que leur mère a été particulièrement violente avec l'une, beaucoup plus tendre avec l'autre, elle ne trouve pas leur fantôme. Et en fait, le bouquin est sur la recherche du fantôme de Carmine, leur mère. Et là, on en est au passage où elles ont retrouvé leurs grands-parents
parce que son père, qui est décédé bien avant leur naissance, avec qui Félicité a discuté, leur père leur a expliqué que ses grands-parents, donc Zachario et Adélaïde, habitaient sur la colline du château de Nice, enfin, sont enterrés sur la colline du château de Nice. Et bah, le petit problème qu'elles se sont rendues compte à ça, c'est que possiblement, que si c'est vraiment leurs grands-parents, leur mère avait plus de 100 ans. Hmm, Voilà. Donc on en était à là où elles retrouvaient la tombe de leur mère et elles en discutaient du coup. Et on en était sympathique. surtout au passage où on faisait la rencontre d'un personnage que moi j'aime énormément, qui s'appelle Marine et qui est une théologue. Et c'est elle qui a appris tout son savoir à Félicité par rapport au thé. Et donc elle a des théières que quand elle appelle, elles arrivent en volant. Voilà. Oh, c'est génial, il me faut ça. Voilà. Hop, et c'est parti. Du coup, je t'y laisse te muter comme prévu. Et moi, je reprends. Ouais. Allez, let's go. Donc c'est bon, t'inquiète pas, on voit tout correctement sur le live, hein, t'en fais pas. Ouah, le téléphone a failli se casser la tronche, encore une fois. Le téléphone qui a failli faire un backflip. Ouais, parce que je trouve pas la touche mute. T'inquiète pas, ça va aller, tu vas t'en sortir. Je trouve pas la touche. Au secours. Normalement, c'est un micro et tu cliques dessus normalement. Ouais, mais là, j'y arrive pas. Il y a, par nos deux écrans, il y a rien. Ah, attends. Tu vas t'en sortir, t'en fais pas. Non, je m'en sors pas, c'est pas possible. Normalement, ouais, quand t'es sur téléphone en vocal. Attends, je vérifie vite fait sur téléphone. Hop. Ouais, t'as un bouton avec le micro et tu cliques juste sur le micro et c'est tout bon. Nickel? Mais je trouve pas. Ah, Je le trouve pas. ah bah mince. Ah, c'est peut-être parce que Oh. t'es en plein écran sur ton. Oui, Ah, oui. bah clique sur ton plein écran pour l'enlever 2 petites secondes et ensuite tu pourras muter ton micro, tu le verras Ah, largement. c'est bon. Voilà. Parfait. C'est bon, je mute. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, du coup, comme d'habitude, je dis d'abord les titres des chapitres parce qu'il n'y a pas de numéro de chapitre, il n'y a que des titres. Un instant, hop. Alors, des graines pour les oiseaux. Un vendredi soir, je me souviens encore, elle nous avait servi une tête de la. Alors oui, et là c'est Félicité qui s'exprime, hein, si jamais. Des graines pour les oiseaux. Un vendredi soir, je m'en souviens encore. Elle nous avait servi une tête de la lave, qui nous a rendus bavardes à n'en plus finir. Elle m'a raconté l'histoire de chacune de ses théières, des tricots en laine qui recouvraient certaines comme des gilets, ses voyages en Chine et au Vietnam, les 8 demandes en mariage qu'elle avait refusées, et moi je riais, je m'étonnais, je lui parlais des bonbons que je volais au boulanger, du fantôme de mon père, et je nous réservais du thé. Resservais du thé. Ou plutôt, j'essayais. Ces théières refusaient toujours de me répondre. Quand je les appelais, elles me toisaient sans réagir depuis là-haut, toutes dédaigneuses sur leur promontoire. Si je les utilisais, elles me résistaient en envoyant gicler l'eau partout. Marine avait descendu la baronne. Marine avait descendu la baronne ce soir-là. Une théière avec le bras d'une femme pour le bec, son jupon pour le récipient, sa poitrine et sa tête pour le couvercle. Lorsque j'ai voulu remplir ma tasse, Madame la baronne a décidé de se gratter le nez. Le liquide brûlant m'a coulé sur les genoux. J'ai lancé un regard terrible à la théière qui faisait son innocente et j'ai dit à Marine: Bon, demain matin, avant mon cours d'italien, je vais à la brocante du tribunal m'acheter une théière à moi, une qui m'obéira et que je pourrai utiliser sans qu'elle ait le temps de m'ébouillanter. Ça faisait longtemps que j'en voulais une qui m'appartienne, et au fond, la baronne venait de me fournir une excuse superbe. Mais Marine s'est redressée, a posé ses coudes sur ses genoux, pointé un index vers moi et m'a dit très intensément: Écoute-moi bien, Clé. Je te laisserai y aller, mais écoute-moi. Tu dois faire preuve de la plus grande prudence. Ne t'amuse pas à adopter la plus jolie théière de la brocante. Sinon, tu sais ce qui va t'arriver? Tu vas rapporter une bestiole ingérable, qui va te refroidir le thé juste pour t'emmerder et te le versera à côté 1 fois sur 2. Et si tu ne prends pas garde, bientôt tu te retrouveras avec un troupeau de théières sauvages. Parce que parce que ta première théière, c'est la plus importante, la théière mère. C'est elle qui guidera ensuite tout le troupeau et la soumettra à ta volonté. Comme le chien avec les moutons. Tu vois? Donc il faut en sélectionner une parmi celles qui se laissent approcher. Pour les reconnaître, c'est très simple. Tu attrapes l'anse fermement et tu les penches vers l'avant, comme pour servir le thé. Si elles te résistent, tu les reposes et tu n'y penses plus. Même si elles essaient de t'attendrir avec leurs motifs colorés et leurs formes rondelettes. D'accord? Ne te laisse pas berner. Des belles théières, il y en a plein le vaste monde.
Des théières gentilles, coopératives, c'est beaucoup plus rare. Celles qui ont le plus de mémoire, ce sont aussi les plus difficiles à apprivoiser. Les fontes sans émail, les terres cuites, tout ce qui garde le souvenir d'été passé dans ses parois. Pour, com- pour commencer, conseil d'amis, contente-toi des sans-mémoire, en métal, en porcelaine ou en verre. Ensuite, quand tu as trouvé la bonne, tu la rapportes à la maison. Le reste, je te le dis pour plus tard, quand tu posséderas un troupeau à toi. Chaque nouvelle théière, tu la poses pas trop loin des tiennes, pour qu'elles fassent connaissance, mais pas trop près non plus, pour ne pas les brusquer. Et tu attends. Tu vois si elles s'entendent ou si elles se chamaillent. Petit à petit, tu la rapproches un peu chaque jour, jusqu'à l'installer avec les autres. Et pour finir, le test ultime, tu sers le thé avec, devant le troupeau. Là, attention, tu dois y aller tout doucement, la surveiller pour t'assurer qu'elle ne se rebelle pas en comprenant son sort. Ça arrive des fois que certaines n'aient pas saisi qu'elles étaient devenues des théières domestiques. Et alors, elles se mettent à ruer, à piaffer, à sauter. Un peu avant, c'est un peu comme ces enfants tout sages le matin de la rentrée qui découvrent le lendemain qu'il va falloir y retourner. Et puis bien sûr, tu dois rester attentive aux théières qui observent. Elles pourraient se sentir trahies et tenter de mettre fin à leur jour en se jetant de leur étagère. Une fois, j'ai perdu comme ça, à cause d'une crise de jalousie collective, tout mon troupeau d'un coup. Terrible. Depuis, je mets toujours un matelas par terre avant de tester une nouvelle recrue. Cela dit, ce n'est pas le plus grave de casser une théière. Il faut juste n'en perdre aucun morceau. Si elle s'émiette, par contre, c'est foutu. Mais tant que tu as toutes les pièces et qu'il n'en manque aucune, tu peux la réparer. Tu peux même en faire ta théière la plus précieuse, plus importante encore que ta théière mère. Regarde. Elle a juste tendu les mains en avant, sans siffler, ni taper, ni rien. Une petite théière est tombée aussitôt depuis très haut dans la tour, pile entre ses paumes. Je ne l'avais jamais vue. Elle était élégante, d'un noir mat et traversée de cicatrices dorées. Le kintsugi, c'est rendre la vie à ce qui est mort, y dessiner des veines où coule un sang fait d'or. Cette théière accomplit pour moi plus qu'aucun des étrangetés. L'eau qu'elle sert me répare, parce que je l'ai réparée en premier, avec du soin et de la douceur, et parce que j'ai transformé ses fêlures en trésors. Elle l'a posée entre nous, et l'a caressée comme un chat. Je te montrerai un jour les étapes lentes et patientes du kitsugi. La poudre d'or et la laque, les morceaux qu'il faut réunir, les longues attentes qui comblent les fissures. Mais enfin, voilà un peu les conseils que je voulais te donner. Pour résumer, sois prudente, Clé. Ne rapporte pas de théière sauvage. Choisis bien ta théière mère. Le lendemain matin, à l'heure où le soleil commençait à réchauffer Nice, j'ai rencontré parmi les brocanteurs, entre les bouquinistes et les marchands d'art, un monsieur qui vendait des graines pour les oiseaux. Il les présentait n'importe comment, ces graines. Il les présentait n'importe comment, ces graines, entassées dans des paniers, des arrosoirs, des tonneaux, des cages, des casseroles et des théières. C'est là que j'ai acheté la mienne, ma première, qui n'était même pas à vendre. Une sympathique comme tout, joviale, dodue, en cuivre pour servir aussi de bouilloire. Du solide, quoi. Je l'ai emportée partout en mission pendant des années et dans ma chambre d'internat, en contemplant les toits et les clochers par la fenêtre. Je la gardais sur mes genoux pour imiter Marine. Je la caressais. En revanche, elle a fait une très mauvaise théière-mère par la suite, quand j'ai adopté de nouvelles. Elle les poussait au bord des étagères et se vexait si je ne la choisissais pas pour une infusion. Le reste du troupeau, à cause d'elle, ne m'a jamais vraiment obéi. Tu trouveras peut-être ça ridicule, mais j'en ai longtemps souffert. Alors, un instant. Hop. Oui, on est toujours en live. J'ai un peu peur que il y ait eu un bug. Hop, tac. Oui, c'est bon, nickel. Et puis moi, j'ai même pas changé de musique. Oh là là, je suis dispersée aujourd'hui. C'est pas bien ça. Voilà. Voilà. Tu trouveras peut-être ça ridicule, mais j'en ai longtemps souffert. Une théiologue, même pas capable de gérer sa théière. C'est un peu un berger bizuté par ses propres moutons. Ça fait toujours rire et souffler du nez. Là aussi, il m'a fallu plus de 30 ans pour comprendre ce qui coinçait. Le greinotier, je l'ai toujours connu sous le nom de Lucien. Je n'ai appris qu'à ses funérailles qu'il s'appelait Julien. Il n'aimait pas. Une coquetterie typique de vieux niçois. On en apprend des choses aux enterrements, sur les vivants surtout, et ce qu'ils se racontent pour oublier que ce sera eux, très bientôt, les mains croisées, les yeux clos, qui recevront des louanges imméritées et qui ne les entendront pas. En tout cas, c'est là, sur cette brocante, que je l'ai rencontré et qu'il est devenu mon fournisseur d'artefacts photopréhensibles. Grâce à lui, j'ai fini par comprendre pourquoi certains soirs les fantômes des élèves se joignaient à nous autour du service à thé.
Bien sûr, Marine ne soupçonnait même pas leur présence, mais moi, je les voyais passer à travers les murs de la tour, s'asseoir par terre près du guéridon et observer la théière, les yeux agrandis, des heures entières. S'ils avaient été capables d'apprendre, ils en sauraient maintenant autant que moi sur les étrangetés. Une nuit, juste pour tester, j'ai sorti sur la table un bol acheté à Lucien. Il m'avait promis que l'objet serait photopréhensible. Il ne mentait pas. Les 6 fantômes du lycée me suivaient partout dès que je le sortais de mon sac. J'ai demandé à Marine d'y verser le thé. Elle a haussé les sourcils, puis les épaules, et a fini par s'exécuter. Le spectre qui se tenait là, dans son vieil uniforme d'écolier, a posé les doigts sur le bol et l'a soulevé. Marine a poussé une exclamation si précipitée sous la trappe qu'elle est revenue du terrarium avec une boîte que je connaissais bien. Le thé du lac des merveilles. Le seul qui croit sur le mont Bégo, et surtout, le seul dont Marine n'avait pas à découvrir les effets. Elle a sifflé. Nouvelle théière entre les mains. La théière des merveilles. Je n'ai jamais rencontré de pire caractère. En plus, elle porte très mal son nom. Laide comme tout, carrée, bariolée de vert et de rouge comme une maison en pain d'épices. Mais elle se savait importante, puisqu'on la réservait au plus mystérieux des étrangetés. Alors elle en jouait. Elle ouvrait sa porte unique, elle ouvrait sa porte miniature pendant qu'on la remplissait. Elle refusait de descendre dans son étagère. Elle se jetait par terre à la moindre occasion. Une vraie diva. Mais ce soir-là, quand Marine l'a utilisé pour servir le thé des merveilles, elle n'a pas bougé. À peine si elle a ouvert les rideaux qui décoraient ses petites fenêtres pour mieux voir ce qui se tramait. Marine a fermé les yeux pour écouter le cliquetis des rouages au-dessus de nous. Enfin, elle a versé la liqueur. Le fantôme a souri. Les horloges ont arrêté de tourner. Agrippée à ses accoudoirs, Marine a regardé le bol s'élever, se pencher vers une bouche invisible et revenir vide sur le guéridon. Il dit que c'est excellent. Tu peux imaginer comment j'étais fière de transmettre l'annonce. Ce qui a occupé nos nuits les semaines suivantes, ce furent les mélanges que Marine voulait expérimenter. Elle croyait que le bon dosage entre le thé des merveilles et les autres moutures pourrait appliquer aux fantômes les mêmes effets qu'aux vivants, et qu'on serait alors en mesure de raviver leurs souvenirs pour les faire parler d'un temps inaccessible aux mortels. C'est exactement ce qui s'est passé. Depuis, j'ai utilisé le thé des merveilles, mais il y a d'autres étrangetés pour chacune de mes missions, et j'ai complété ma liste. Montbégo, lac des merveilles. Seul thé, fantôme-buvable connu. Chaque samedi, avec Marine, nous sortons du lycée pour partir dans l'arrière-pays cultiver les étranges théiers. Elle possédait sa propre voiture et la conduisait elle-même. Je trouvais ça tout à fait extraordinaire. Je me réveillais très tôt avec les mouettes et elle posait sur le volant ses mains tachées par les tanins. On prenait la route de la Vésubie, que je connais aujourd'hui mieux que mon balcon, mais qui à l'époque me donnait des frissons d'expédition exotique. Elles étaient en plus équipées d'une radio, ce dont très peu de voitures pouvaient se vanter. J'avais pour mission de l'allumer et de tourner le bouton à la recherche des stations. Marine chantait à tue-tête, étonnamment juste, avec la même précision simple qu'elle mettait dans ses infusions. Au fil des trajets, j'ai fini par chanter avec elle, jusqu'à l'entrée de la Vésubie, du moins, parce que les fréquences ne passaient pas entre les gorges. On pénétrait le territoire minéral des rivières et des conifères. Pas de place pour les innovations du siècle. Dans ces voitures-là, entre la montagne froide des samedis matins, j'ai tenu les conversations que je ne te raconterai pas. Parler en voiture, ça aide mieux encore que le thé. Si on pouvait balader les fantômes sur un siège passager, je n'aurais pas eu besoin de devenir théologue. On regarde droit devant soi à travers le pare-brise, l'autre aussi, et de ne pas se voir tout en restant coincés ensemble dans le silence de l'habitacle, ça oblige à raconter des choses. Il suffit qu'on te pose les bonnes questions et qu'on te laisse parler. Marine était la seule, quand j'y pense, à m'écouter sans palabrer sur elle-même. Je n'ai rencontré peu des gens comme elle, qui n'ont pas la démangeaison de décrire de se décrire et de se dépeindre sans arrêt. Félicité a regardé ailleurs par la fenêtre pour me dire. Et tu le sais, je ne suis pas du genre à jeter des fleurs à la figure des gens comme ça, comme en plein carnaval. Mais bon, tu en fais partie. Voilà un bout de temps que je te parle 3 après-midi par semaine. 3 après-midi par semaine, et je ne sais rien de toi, ou si peu. Je ne t'ai pas posé de questions. C'était pourtant mon métier, mais il faut croire qu'au bout d'un moment, ça fatigue, comme de nourrir un chat. On s'en occupe volontiers, mais de temps en temps, on a l'impression d'être le couillon de l'histoire à toujours caresser et dorloter sans rien recevoir en retour. Marine m'a offert pour la première fois le droit de faire un peu le chat. J'ai eu beaucoup de plaisir à entendre ce compliment de la bouche de Félicité. Comme quoi, je savais l'écouter, je ne crois pas qu'elle m'en ait fait d'autres, mais maintenant que j'y pense. Les crânes peints et le sommeil.
Carmine, pendant ce temps, attendait que sa fille remonte lui rendre visite. Elle la guettait les vendredis soirs d'abord, pensant qu'elle rentrerait parfois pour le week-end. Ne la voyant pas arriver, ne recevant pas de lettre, elle a attendu les vacances de la Toussaint. Félicité n'est pas revenue. Elle a laissé passer Noël. Félicité a envoyé une carte de vœux, mais n'est pas revenue. Carmine ne lui a pas écrit. Peut-être pour ne pas envahir sa fille, peut-être en espérant lui manquer, ou bien parce que le silence lui paraissait la meilleure arme, je ne sais pas. Allait comprendre ce qui se passait vraiment dans la tête, plus que pleine de Carmine. Il a neigé sur le mont Bégaud. Pour la première fois, on n'a pas vu d'igloo ni de bataille de poudreuse devant la bergerie. La neige et l'espoir de Carmine ont fondu. L'eau des lacs a monté avec la colère d'Agonie. Elle s'est inquiétée d'abord. Elle n'a pas compris pourquoi sa sœur n'était pas là pour le jour des morts. Il pouvait lui être arrivé quelque chose, n'importe quoi, et sa mère qui n'essayait même pas de savoir. Elle ne pouvait pas écrire pour se déplacer, alors elle a attendu. Des jours entiers entre les crânes peints des oiseaux et les arbres secs, à jouer sans fin des parties de solitaire. Puis un matin, à Noël, a vu la carte de vœux dans les mains de sa mère. Elle a compris. Félicité ne tiendrait pas sa promesse. Elle a juste eu le temps de se rendre au repère avant d'exploser. Il n'y a plus eu de crâne peint, plus de trône, plus de jeu. Tout a brûlé. Agonie a quitté la bergerie. Carmine n'a même pas remarqué. Elle s'est installée dans une masure abandonnée au bord du hameau. Escalier voire moulu, tuiles moussues, rien qu'elle pouvait flétrir davantage. Pratique. C'est à cette période qu'elle a découvert son véritable nom, celui qui était inscrit à la mairie, que les gens du village utilisaient pour parler d'elle. Egonia. Elle est devenue Egonia. C'était plus facile comme ça. Egonia ne vivait pas couverte de suie à force de rentrer chez elle par la cheminée. Elle échappait aux tempêtes, et puis elle n'attendait rien de sa sœur. Elle savait que Félicité, au fond, ne disait pas plus la vérité que les autres. Je suis souvent passée près de Bégouma au cours de cette année, m'a avoué Félicité. Chaque samedi, en fait. Quand je récoltais les étrangers dans la vallée des merveilles avec Marine, elle le voyait jeter autour de moi des regards énervés. Pour me taquiner, elle me demandait si j'avais peur qu'un loup me saute dessus. Pendant nos voyages, cet été-là, j'ai réussi à me détendre. Je suis partie avec elle quand les cours ont fini, chasser des thés précieux sur les continents lointains, et je ne suis revenue à Bégouma qu'au milieu du mois d'août, parce que Marine avait des affaires réglées, plus loin encore où elle ne pouvait pas m'emmener. Mais sur le mont Bégaud, non, impossible de me dénouer, de dissiper cette impression de rapetisser, de m'empeser en escaladant. Oui, c'est ça, je lui répondais en faisant semblant de rigoler. J'ai peur du grand méchant loup. Les bêtes qui me faisaient peur, les vraies, elles prenaient les contours de ma mère et de ma sœur. Ma sœur, parce qu'elle m'aurait embarrassée auprès de Marine, ma mère parce que je n'aurais pas su lui expliquer mon absence, pas d'une manière qu'elle pouvait comprendre. Je me dédiais tout entière à la théologie, au nu passé, à sélectionner et à infuser les feuilles, aux livres épicés de la bibliothèque, à l'amitié de Marine qui m'initiait aux secrets de sa science. Je devenais l'apprentie théologue et passeuse de fantômes, la fille de berger, entrée dans un profond sommeil. Et cette félicité-là, aux épaules alourdies par le chagrin des autres, avec ses habits qui sentaient la chèvre et ses yeux qui puaient la honte, je craignais de la réveiller. Dans le palais de marbre. Quand 3 décennies plus tard, Félicité a traversé le parking et entre dans le palais de marbre, on dirait une flèche à la pointe écarlate, à peine retirée du ventre d'une bête. Carte de lectrice. Bonjour, bonjour Patrick, comment vas-tu? Ravi de te revoir, Patrick. Il a changé de lieu, de coiffure, mais pas de voix. L'assistante de Marine qui a troqué sa moustache des années 1950 contre une coupe mulet conservait son mépris comme d'autres gardent au doigt leur bague de famille. Il examine le bout de carton qui lui tend félicité d'un œil suspicieux. D'aussi près que le permet l'énorme écharpe en laine autour de ses épaules, il consent enfin à la lui rendre, puis d'une main, l'autre tient sa tasse où refroidit un café aqueux, pose une clé sur le comptoir. Casier 12. Il a raison. Elle pourrait cacher un extrait d'état civil dans son sac, ou colorier au feutre une carte du XIIe siècle, juste pour le plaisir, parce qu'elle adore ça, féliciter, détruire des archives, c'est bien connu. Malgré tout, elle laisse au casier ses affaires en lui disant tu dois avoir besoin d'une pause après cet effort considérable, mais pourrais-tu avertir Marine de ma présence si cela n'outrepasse pas excessivement le cadre des fonctions? Patrick soupire, comme si elle lui demandait de descendre 12 cartons d'archives de l'étage des magasins sous la pluie, sans les mains. Elle soulève le combiné. Le téléphone semble peser un âne mort. Oui, Marinouchette, c'est Pat. Il y a quelqu'un pour toi. Je sais pas. Dans le hall. D'accord. Super. On fait comme ça. Merci, Marinouche. Bisous. Elle arrive. Je t'invite à patienter en salle de lecture. Il n'y a pas assez de place pour deux ici. Patrick partage avec Agonie le podium des rares personnes au moins capables d'excéder Félicité en moins de 5 secondes. Les pièces qu'elle traverse, tapissées de lambris, étouffent les bruits de la ville autour.
Tout y est silencieux. Dans l'une d'elles, Félicité dépasse un vieil ascenseur italien, bois sombre et fer forgé, transformé en placard. Elle avance encore dans le hall grandiose, où s'empilent colonnes et escaliers en marbre qui mènent à la salle de lecture. Des miroirs tachetés et des tableaux pâlis couvrent jusqu'au plafond les verres de gris des murs. Entre les croisillons écaillés des fenêtres, on voit scintiller les fontaines du parc. On se croirait dans le boudoir d'une veuve qui fut riche autrefois. Deux vieux fouillent dans des papiers sur de longues tables. Plus loin, une femme photographie des documents. D'une porte, au fond, émerge, inchangée depuis 3 décennies, la silhouette de Marine. Vaste hanche, grande boucle d'oreille, gros tatouage sur le crâne. On distingue juste quelques rides de plus derrière les deux cercles de ses verres. De ses verres. En posant une bise sonore sur chaque joue de Félicité, elle dit: Tu tombes bien, j'ai besoin de parler à Théodore. Marine a quitté le lycée quelques années après la fin des études de Félicité. Le nouveau proviseur la trouvait, selon ses propres mots, trop expérimentée pour le poste. La vérité, tout le monde la connaît. Marine faisait une terrible bibliothécaire. Croyez-moi, l'Europe entière n'a pas abrité de meilleurs théologues ni de pires bibliothécaires. On ne peut pas être bon partout, j'imagine. Encore moins quand on passe ses nuits à préparer du thé au lieu de dormir et ses journées à lire des essais de théologie au lieu de mettre à jour ses fonds. Alors comme on aimait bien Marine tout de même et qu'elle travaillait pour la ville, on l'a promue responsable des archives historiques où elle ne gênerait pas grand monde et on l'a laissé emmener Patrick. Le matin où Marine est arrivée, son prédécesseur sautillait d'inquiétude tellement il craignait de partir à la retraite. Le soir même, sans avoir dûment formé sa remplaçante, d'ailleurs il a sautillé tant et si bien Théodore que son cœur tant et si bien Théodore que son cœur a lâché. À 4h30 pile, juste avant le pot d'adieu prévu par son équipe. Eh bien, figurez-vous que malgré cette infortune, Marine a tout de suite gagné la sympathie de ses nouveaux collègues. Alors qu'avec une autre, ils auraient crié à la malédiction, je vous parie. C'est dire à quel point on ne pouvait pas s'empêcher de l'aimer. Un véritable chiot qui pisse sur le tapis et qu'on couvre de mots tendres en essayant de l'engueuler. On n'a même pas tenté de l'obliger à partir à la retraite. Plus tard, quand elle en a eu l'âge. À vrai dire, ce lundi de juillet 1986, où Félicité lui rend visite, Marine devrait avoir laissé sa place depuis quelques années déjà. Personne n'a eu envie de le lui rappeler, ou bien personne n'a osé. Théodore aussi, tout le monde l'appréciait. Il occupait 5 fois moins d'espace que Marine avec son corps tout maigre. Ses lunettes rondes à lui dépassaient à peine la largeur de ses pupilles. Mais à part ça, il lui ressemblait. Aussi vif, serviable et souriant. Ses collègues lui avaient écrit des vœux de bonheur très sincères, très émouvants sur la carte qu'on devait lui donner au moment d'ouvrir le vin de citron, maison, fabriqué exprès par sa femme pour l'occasion. Mais le vrai clou de cette histoire, c'est que Théodore expliquait encore à Marine comment mener les visites guidées bimensuelles quand il est tombé raide mort, en pleine phrase. Vous m'avez compris. Il pouvait choisir n'importe quel lieu de sa vie pour y passer l'éternité. C'est aux archives qu'il a décidé de rester. Il existe des gens qui aiment leur métier plus que de raison. Que voulez-vous? Et heureusement qu'il est là, Théodore, parce que quand on pose une question à Marine, si elle ne concerne pas le registre des négociants de thé, elle se trouve bien incapable de vous renseigner. Je reviens vers vous au plus vite. Voilà ce qu'elle vous dit. Et ce qu'il faut comprendre, je vous donnerai des nouvelles quand Félicité aura posé votre question à Théodore, que Théodore lui aura répondu, et qu'elle m'aura transmis sa réponse. Bien clé. J'ai réussi un puer d'une rare finesse, et ne me sors pas qu'il a un goût terreux ou ça va m'énerver. À l'étage, au-dessus du grand escalier de marbre, derrière les colonnes et les portes sculptées, à l'abri des regards, dorment les milliers de documents des archives historiques. Toute la paperasse qui retrace la vie de Nice depuis près de 1000 ans, ou ce qu'il en reste, hiberne dans ce dédale de boîtes alignées. L'écharpe de Marine guide Félicité à travers le labyrinthe d'étagères. Dans le gris des tunnels, elle suit la laine multicolore comme un dragon de Chine aérien et souple qui lui montre la voie parmi les épis, les travées et les tables toutes identiques et les empilements de cartons jusqu'au plafond. Abruptement, devant elle, ce monde fractal s'interrompt. La cabane dans le palais. Le panneau est peint à la main, entouré de lierre. Il repose contre des colonnes de livres agencées en cercle. Sur chaque pilier de ce colisée miniature et bancal trône une théière ou une lampe à l'abat-jour fanée. Deux fauteuils se font face au milieu du rond. La table a été sculptée au contour des merveilles et posée là, entre eux, dans toute sa masse brute. Vu d'ici, avec les étoffes bariolées qui surmontent l'ensemble, l'endroit ressemble à un petit chapiteau de cire. Marine est très fière de sa cabane à thé au milieu des archives. Théodore approuve, bien sûr. Les vapeurs pourraient abîmer les documents. Félicité à sa comtesse, la théologue à Théodore. Avec les étrangetés qu'elles leur servent à longueur de temps, ces deux-là sont les spectres les plus éveillés de France. L'ancien directeur des lieux apparaît justement à travers une rangée de cartons. Marine a une question pour lui, qu'elle transmet à Félicité, qui la pose à son tour au fantôme.
Elle me prend décidément pour son assistant. Bon, la vérité c'est que ça me fait plaisir, je me sens utile au moins. Et vous, je peux vous chercher quelque chose tant que j'en suis à fouiller les magasins? Félicité sort son carnet et explique les deux prénoms, l'emplacement de la tombe, la date de la mort. Et qu'est-ce qu'il vous faut? Tout ce que vous pourrez trouver sur eux. Le spectre remonte ses minuscules lunettes, hoche la tête et disparaît derrière une traversée. Le puer que sert Marine n'active aucun effet étrange. Il produit seulement le même miracle que tout l'été servi et bu depuis le premier thé de l'empereur Shenong. À mesure Félicité écoute la bouilloire grésiller, qu'elle observe Marine rincer les feuilles et l'eau fumante dégoulinée entre les garapures de la table, qu'elle respire les vapeurs émanées de sa tasse et sent la céramique lui réchauffer les mains, le cyclone des derniers jours s'apaise, retombe et s'éloigne hors du cercle de la cabane. Elle goûte la liqueur et murmure. D'accord, rien de terreux là-dedans. Marine rayonne d'un sourire triomphant, puis s'enfonce dans son fauteuil, plus grave. Tu as ce pli au-dessus du nez, comme quand tu avais brûlé le thé. Ne sais pas de nier, tu vas encore devoir admettre que j'ai raison dans 5 minutes. Vas-y, je t'écoute. Et puis Félicité sait à quel point Marine l'écoute. Elle s'autorise à parler, à lui raconter la mort brutale et stupide de sa mère en plein message téléphonique, les retrouver avec sa jumelle, parce que oui, elle ne l'a jamais dit, mais voilà, elle a une sœur qu'elle pensait disparue depuis 30 ans, une fille spéciale qui ne s'entendait pas avec leur mère. C'est peu de le dire. Et qui fait peur à voir, alors que petite, elle était si jolie. Et elle ne comprend pas comment on peut passer d'un visage de poupée à celui d'une sorcière de conte. Mais elle n'ose pas demander, parce qu'Agonie est très, très susceptible. Elle a de ces explosions qui vous ravagent une maison entière, alors mieux vaut ne pas la ravexer, même si elle se montre provocante et parfaitement insupportable. Mais attendez, ce n'est pas ça le pire, parce que j'ai découvert que ma mère, que je croyais née quelque part entre les deux guerres, eh bien, ses parents sont morts, écoutez-moi bien, en 1875. Oui, vous m'avez entendu, en 1875. Et je ne comprends pas comment on peut garder un trou comme ça dans une vie sans jamais toucher le moindre mot à sa propre fille. Marine pose sa tasse sur la table et lui prend la main. Je suis désolée, Clé. Comme Félicité fronce les sourcils, elle ajoute pour ta maman. Oh. Félicité attendait de la surprise, de la colère par mimétisme peut-être, des questions étonnées sur chacun de ces mystères, mais enfin, pas de la compassion. Ça lui donnerait presque envie de s'énerver. Marine reprend sa tasse, boit une gorgée. Je ne t'ai jamais raconté le jour où je me suis rasé la tête. Cette annonce calme Félicité d'un coup. Depuis 30 ans, elle s'interroge en secret sur ce mystérieux tatouage, sans oser soulever la question. Tu sais que j'en ai refusé 8, lui demande en mariage. Mais il y en a eu une neuvième, et je l'ai acceptée. Un garçon rencontré au Sri Lanka. Rare, gentil, gentil comme tout. J'avais de mauvaise humeur, mais j'ai jamais nié non plus. Jamais de mauvaise humeur, mais jamais nié non plus. Drôle, moins bête que la plupart. Veuf, avec une fille de 6 ans. Je mettais pour leur plaire des huiles de jasmin et de coco dans mes cheveux, longs à l'époque jusqu'aux hanches. Sa fille me les tressait le soir avant de dormir. Je voulais tellement gagner son affection à la petite. Je préférais oublier que les huiles sucrées me rendaient les parfums moins sensibles, les feuilles moins reconnaissables. Je le savais, pourtant, qu'on ne peut pas se vanter d'être théologue et se parfumer. Ça déprime l'odorat et ça biaise l'essence. On ne peut plus et on n'est plus bonne à rien sentir. Peu importe. Je pensais que tant qu'elle peu importe, je pensais que tant qu'elle m'appelle bientôt maman. Et puis, elle est tombée malade. Je suis allée trouver les plantes qu'il fallait pour les lui donner en infusion. Je te passe les détails. C'est moi qui l'ai tuée. Sans faire exprès, mais quand même. À cause des huiles dans mes cheveux, je n'ai pas senti la différence entre la béliane et le médon odorifiant. Même couleur, même taille, même feuille, tout pareil, sauf que deux choses, le parfum et l'effet. Quand j'ai tenu la tête soudain lourde de l'enfant entre mes mains, et quand j'ai vu la bave idiote qui lui coulait des lèvres, je me suis enfuie. Le lendemain, sur le bateau qui partait pour Madagascar, je me suis rasé le crâne. La marine d'avant, la marine arrogante aux cheveux longs, elle est morte ce jour-là. Pour de bon. Si je te raconte, c'est pour que tu comprennes. On n'est pas qu'une personne dans sa vie, Clé. Certains te diront qu'on emprunte à l'envie des masques. Moi, je te dis qu'on change de peau, de chair, de squelette et de sang. On ne ment pas en le faisant, on se transforme. On oublie celles qui peuvent peupler notre corps pour leur préférence des femmes nouvelles, plus sages, ou plus épaisses, ou plus prudentes selon le sort de celles qui ont précédé. Avant de te connaître, j'ai été bien des femmes, et j'en serai peut-être d'autres encore. Toi-même, regarde-toi, et dis-moi sans mentir que tu n'as pas réglé son compte froidement à la fille de berger que j'ai rencontrée il y a 30 ans. La tasse entre les mains de Félicité à tiédit. La théière ne fume plus. Ce que Marine ignore, c'est que chez Carmine, les anciennes occupantes sont restées, toutes.
Entre deux boîtes d'archives surgit alors le visage de Théodore. J'ai trouvé votre dossier, mademoiselle. Tout à fait étonnant. Comment connaissez-vous ces gens-là? Quel épi, quelle traversée, demande Félicité en se levant d'un bond. Attendez, parce que j'ai dit votre dossier, mais j'aurais dû dire vos dossiers. Il s'étale sur plusieurs allées. Vous n'allez pas me croire, c'est vraiment cocasse. Une bizarrerie comme jamais. Bon sang, Théodore, lâchez le morceau! Un peu vexé, le fantôme croise les bras. C'est Adélaïde que vous m'avez envoyé chercher. Il y a plus de 3 siècles d'écart entre sa naissance et sa mort. Mémoire scellée. Tout s'étale là, sous les lampes vertes de la salle de lecture. Une feuille pour chaque et 12 pour chaque malheur. Les certificats de naissance et de décès, les contrats de mariage, les adresses successives. Voilà ce qui reste de soi après. Mhm. Voilà ce qui reste de soi après. La paperasse, on a beau l'éviter toute sa vie, c'est au bout du compte notre seul vestige sur la terre. Les premiers papiers, les plus anciens, remontent 4 siècles en arrière, 1500 et quelques. Depuis les pages craquantes, encombrées de boucles illisibles et d'abréviations bizarres, jusqu'au livret plus souple de la fin du XIXe siècle, revient le même nom, celui d'Adélaïde, nourrice oracle de Provence. Les graphies diffèrent, mais le reste correspond. Sa naissance au village de Rocabiera, devenu Roquebillière. Son cinquième mariage à Nice, à l'âge de 270 ans, avec Zacario Zamora, un jeune majordome espagnol de 29 ans. Leur mort ensemble dans leur maison niçoise, 35 ans plus tard. Aucun motif déclaré. Les douzaines d'accouchements consignés dans le carnet tenu par Adélaïde, jusqu'au dernier d'entre eux, en 1850, la naissance de Carmine, à Nice. Juste avant cette page, dans le livret, une feuille manque. On n'en demeure qu'un liséré déchiré, comme un reste d'étiquette mal découpé dans la couture d'un vêtement. Cette feuille n'a pas disparu. On sait où elle se cache, sous-scellée, quelque part, dans un carton au nom d'équation mathématique parmi les boîtes interdites. Pour l'en sortir, il faudrait l'autorisation de quelqu'un, d'un type très haut placé, très important, qui ne sait rien d'aussi insignifiant, encore moins que les archives historiques qui n'ont jamais d'urgence, puisque leurs papiers parlent de gens morts et de vies disparues. De Carmine, en revanche, à part cette dernière feuille du journal qui détaille le jour de sa naissance, on ne trouve aucune trace dans toutes les archives. Théodore est formel. Si Carmine est née à Nice en 1850, elle n'y a rien accompli d'autre qui mérite qu'on garde ici le souvenir. Partir bientôt. Tu comprends ce que ça veut dire? Les clochers de Nice commencent à rosir, le ciel a passé du platine alors. Derrière leur volant, les automobilistes aveuglés baissent les pare-soleils. C'est le monde c'est le moment de la journée où la façade du palais caillisse de pierre là, pendant quelques instants, sans retrouver ses fauves d'origine. Tout là-haut, derrière les fenêtres du dernier étage, dans la cuisine, une sorcière est assise sur une chaise enrobée de plastique. Félicité ne lui a pas montré les documents qu'elle a empruntés. S'ils finissent comme le carnet, on serait bien. Mais elle lui a expliqué l'essentiel, 2 fois. Ça veut dire que maman, le jour de notre essence, elle avait 90 ans. Oui, oui, ça va. Et alors? Félicité pose le couteau à légumes, attrape calmement l'aspirateur appuyé contre le plan de travail et passe le tube dans l'air jusqu'à ce qu'il y ait avalé tous les papillons de sa sœur. Elle l'éteint, le repose. Avant de répondre, elle replace derrière ses oreilles, ses cheveux grenats aux racines argentées. Elle ne les a pas teints depuis l'arrivée d'Agonie. Et alors, pendant ces 9 décennies, maman a pu vivre et aller dans le vaste monde partout, n'importe où. Son fantôme peut être n'importe où. Félicité recommence à couper les tomates. Tchac, tchac, tchac. Plus brutalement que nécessaire. Hache le basilic. Tchac, tchac, tchac. Étête les haricots verts. Tchac, tchac, tchac. Egonia, assise dans son dos, la regarde préparer la soupe au pistou. Depuis son arrivée, Félicité lui a cuisiné des tas de bonnes choses. Enfin, elle imagine. Le temps que ça touche son palais, ses lèvres ont déjà tout ranci. Sa mère, elle, lui laissait juste les épluchures et les croûtons rassis. Et Gonia comprenait, ça aurait été bête de gâcher, ça ne changeait rien au fond. Mais Félicité, non. Elle ne lui achète pas des trucs dégueulasses en boîte pour garder la soupe maison. Elle continue à cuisiner pour deux, des plats dont Egonia ne connaîtra jamais le goût. Elle voudrait lui dire, t'embête pas, t'as pas l'impression de jouer des concertos pour les sourds, je vais rien sentir de toute façon. Mais même si elle était sourde, elle aimerait bien qu'on joue, elle, des concertos, ou qu'on lui parle de la mer si elle était aveugle. Voir le dos de sa sœur qui lui prépare à manger malgré tout, allez savoir pourquoi, ça lui fait penser à la forêt. Il n'y a pas ici un sapin à 100 bornes à la ronde, du béton, des galets, de l'eau, et du plastique aussi. Dans tout l'appartement, un truc épais et translucide qui couvre chaque centimètre carré. C'est à cause d'elle, bien sûr. Elle ne peut pas se plaindre.
Egonia préfère quand même les arbres. Et puis elle commence à se lasser d'emmerder Félicité. Elle s'est bien amusée à lui crocher des fleurs dans les coins et à lui répandre des papillons partout. Mais c'est épuisant de toujours feindre la colère. Partout on a juste envie de dormir parfois on a juste envie de dormir ou de dire ma forêt me manque ou pourquoi tu m'as laissé seule avec notre mère. Peut-être qu'il est temps de trouver ce fantôme et de rentrer chez elle. Sur sa chaise, Egonia remue en faisant teinter son tas d'habits. Elle prend une profonde inspiration puis chuchote. Rallume l'aspirateur, j'ai un truc à te dire pour retrouver Carmine. Pas pour t'aider, parce que je veux partir bientôt. Le couteau s'arrête en plein aller-retour au-dessus d'un haricot. Félicité se retourne, aspirateur brandi. Vas-y, et fort, que je t'entende par-dessus le bruit. Le vrombissement envahit l'appartement. Depuis le salon, le fantôme de la comtesse râle et les jumelles l'ignorent. Alors voilà, dans le livre, dans le journal, je veux dire. Félicité aimerait secouer Agonie pour faire tomber plus vite les mots hors d'elle, mais elle se retient. Elle garde le tube près de la bouche de sa sœur et se penche vers elle pour mieux saisir ses paroles. Qui sait, quand elle se décidera à parler de nouveau. Dans le carnet, il y avait écrit Espagne, je crois, ou espagnol, plusieurs fois, et le désert aussi. Le désert, c'est sûr. Mais ça ne veut peut-être rien dire, je sais pas. Félicité a déjà entendu ça quelque part, avec son père. Oui, son père s'est rappelé que dans ses fièvres, Carmine évoquait le désert. Elle éteint l'aspirateur. Tu vois, quand tu fais un effort, tout est plus simple d'un coup. Le silence retombe. Félicité ajoute. Merci. Puis, cela dit, l'Espagne et le désert, ça ne donne pas non plus une punaise bien plantée sur une carte. Puis, mais c'est déjà ça, oui, c'est déjà bien. Au moins, je sais quelle question poser à Adélaïde et Zacharie aussi, je trouve. Agonia lève les yeux vers elle. Félicité corrige. On saura quelles questions leur poser si on trouve leur fantôme. On leur demandera si leur fille est passée par l'Espagne ou par un désert. Ça te va? Agonia hoche à peine la tête. Je préfère, oui. Elle capte entre ses gencives les trois insectes qui tentent de s'envoler et remue les lèvres et mâchoires serrées. Sont chiants ces papillons, donne l'aspirateur. Félicité réprime un sourire en se retournant vers le plan de travail. Elle doit l'admettre. Sa sœur est infernale à vivre, certes, mais elle se montre plutôt utile. D'abord, elle a découvert la tombe, et pour le journal. De toute évidence, malgré ce qu'elle veut laisser croire, il lui manque des bouts. Elle n'a jamais bien su lire, elle a dû déchiffrer des mots qui lui ont échappé. Agonie gagnerait à être aidée pour mieux s'en souvenir si seulement elle possédait assez d'humilité et de bon sens pour demander. Pendant qu'elle ajoute les légumes au bouillon, plof, 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 Félicité affirme sur le ton le plus léger possible. Je suis sûre qu'on va bientôt trouver maman, je le sens. On est tout proche, et puisque tu es ici maintenant, je veux dire, ça ne me dérange pas trop si tu restes encore un peu. Tant que tu arrêtes de postillonner partout des fleurs qui essaient de me croquer. Depuis le salon, le fantôme de la comtesse s'indigne et s'écrie. Même moi qui suis dans... Hop, hop, un instant, je me relève. Hein. Même moi qui suis dans le demi-repos éternel, ma chère, je vous trouve épuisante à regarder vivre. Félicité se réjouit qu'Agonie n'entende pas les fantômes. Sa sœur, elle en est certaine maintenant, ne fait pas exprès de taire ce qu'elle sait. Elle n'ose pas l'avouer, c'est aussi simple que ça. Félicité le sait, puisqu'elle en a peu... puisque... puisqu'elle non plus n'ose pas tout lui dire. Et qu'elle reste jumelle, après tout. Dans l'armoire, à sa droite, discrètement, elle attrape l'une des boîtes enrobées de papier washi. Celle qui contient le thé du Val de la Masque, le plus puissant des étrangetés, celui qui a mis 114 ans à exister et dont Marie lui a confié les dernières feuilles. La soupe est prête. La soupe est prête, Nanny. 4. Il reste 4 feuilles du précieux thé de la Masque au fond de la boîte en métal. Au fait, je voulais te dire. Elle verse une louche de soupe fumante dans chacune de leurs assiettes et jette un regard vers Angèle Victoire. Le fantôme s'est mis à valser tout seul, là-bas sur le parquet du salon. Tu as bien fait de virer la muselière. L'aspirateur, c'est plus pratique. La sorcière en velours. Mais si, vous pouvez demander une nouvelle théière, un peu de courage. Elle n'est pas si revache que ça. Le portrait que je vous dresse d'Egonia n'est pas terrible à ce point quand même. Dites-vous qu'aujourd'hui, comparé à l'époque dont je vous parle, elle est à peu près aussi douce que le velours du fauteuil sous vos fesses. Alors qu'il y a presque 50 ans, au moment où sa mère est morte, c'était une sorcière. Pas que le costume, le caractère avec. Le caractère qui va avec. Allez, je vais commander du thé à votre place. Ne vous en faites pas, j'ai l'habitude. Vous voulez une preuve pour Egonia? Regardez, je dois l'avoir quelque part. Voilà, lisez. Vous allez vite comprendre. Nice Matin, le premier quotidien d'information du Sud-Est et de la Corse, mardi 29 juillet 1986. Vieux Nice, cette mystérieuse fleur géante apparue dans la nuit, vandalisme ou publicité.
Les fleuristes unionistes ont depuis ce matin en concurrence supplémentaire. Le toit du palais de Caïs de Pierre-là, depuis longtemps abandonné, s'est réveillé près d'une gigantesque fleur aux teintes horrifiques. Les commerçants affirment ne pas en connaître l'espèce ni l'origine et refusent de répondre aux questions de nos reporters. Une étrange omerta semble à l'œuvre. La plante géante serait-elle factice et son installation une publicité illicite visant à attirer plus de touristes sur le marché aux fleurs? Les hypothèses vont bon train parmi les riverains. Nos informations, page 11. Quarté, résultat, page 15. Rubrique nécrologique, page 18. Cracher dans la soupe. Voilà une semaine que sa mère est morte. Félicité longe du bout des doigts les arrêts du Mont Bégaud sur la table à thé de Marine. Sur le toit des archives, la pluie tape en cascade. Une main sur la bouche, l'autre sur le cœur, Marine se retient de pleurer, ou peut-être de hurler. Félicité la comprend. Elle aussi hésite entre les deux. Toute ta réserve? Vraiment toute? Plus une feuille à infuser, de la poussière, même pas bonne à mettre en sachet. Voilà ce qu'il en reste. Marine secoue lentement la tête. Je suis tellement désolée, Clé. Tiens, reprends une tasse, raconte-moi comment c'est arrivé. Félicité croise les jambes et s'enfonce dans son fauteuil. Mais si, insiste Marine. Tu veux un peu de couilleule pour t'aider? J'en ai une boîte entière, je peux remettre de la chauffer. Non, je vous en prie, ce n'est rien d'intéressant, juste ma sœur pour changer, qui a essayé de pondre ses insectes dans mon placard à thé. Mais enfin, pourquoi? Si vous croyez qu'elle a besoin d'une raison vous comprendrez mal de qui je vous parle. Marine se tient penchée en avant, une tendre inquiétude contre les ciels. Félicité se gratte l'intérieur des paumes. Elle sait désormais ce que ça fait de prendre en pitié quelqu'un, de s'émouvoir de son sort et de se constater, 30 ans plus tard, berné. S'il y a une personne à qui elle refuse d'infliger une telle déception, c'est bien Marine. Mais elle découvre de son mentor qui lui accorde tant de confiance une sensation nouvelle, cette peur monstrueuse qui s'insinue en face de la vérité, qu'elle quand elle peut déchirer les étiquettes confortables quand c'est collé sur le front. Disciple fidèle, théologue prodige, femme intègre, elle ne veut pas que Marine l'estampille autrement. Mais au fond, elle n'est plus rien de tout ça. Et puis de toute façon, elle ne sait pas mentir. Marine la regarde depuis l'autre côté de la table à thé, tache chaude entre les mains, écharpe sur les épaules, grande lunette sur son crâne rond. Tout autour, les livres et les boîtes d'archives lui font une muraille qui assourdit les voix et gonfle les murmures. Alors Félicité inspire et ferme les yeux, et elle raconte. Hier soir, j'ai imité dans la soupe au pistou tout ce qu'il me restait du Val de la Masse. Je l'ai servi à ma sœur sans la prévenir. Agonie s'en est rendue compte. J'avais oublié qu'elle sent tout, celle-là. Surtout les odeurs de trahison, de méfiance qui flottent dans l'air. Ça la énerve fortement. Elle m'a accusé de lui mentir en plus de l'avoir abandonnée. Abandonnée, j'ai répondu. C'est toi qui es parti. Elle est partie et m'a laissé tout sacrifier seule, m'occuper d'une mère qui ne me reconnaissait plus, qui disparaissait sous ses masques innombrables, pendant que ma sœur, elle, gambadait tranquillement sans se soucier de ce qui advenait de moi, sans jamais utiliser la tasse pour me contacter. J'ai cru qu'elle était morte. J'ai cru que tu étais morte, je lui dis. Toi non plus t'as jamais été foutu de l'utiliser cette tasse, elle m'a répliqué. Non, j'ai dit, mais je l'ai regardée chaque jour. J'ai attendu des mois et des années qu'un mois apparaisse au fond. Tu étais parti après tout, c'était à toi de revenir. Tu devais choisir ton retour et tu as préféré rester loin, loin de maman, d'accord, mais loin de moi. En coupant le cordon, tu as coupé le reste autour, alors j'ai rangé la tasse au fond du placard. J'ai pensé qu'elle avait compris parce qu'elle gardait le silence, puis elle est revenue à la charge. Couper quoi? Elle a grogné. Y a rien à couper, Félicité. C'était déjà foutu. Oh, merci pour les restes de repas, merci pour les miettes, merci pour ta grande générosité, sainte Félicité. Sacrifié? T'as rien sacrifié du tout. Le peu que tu m'accordais, tu le faisais en cachette, toujours le cul entre deux chaises. Alors oui, je suis partie. Je me suis terrée de ce nid à deux guêpes, et vu l'espèce de frelon que tu es devenu, j'ai eu raison. Puis elle a craché dans la soupe, 3 fois, et elle est partie. Tout s'est mis à trembler. Une fleur gigantesque a étiré ses racines sur la table, le long des pieds, traversé le parquet vers l'étage, et en dessous, pendant que la tige poussait jusqu'à faire éclater le plafond et éclore dans la nuit, avec ses immenses mâchoires qui frissonnent sous la lune. La comtesse en a hurlé à me percer le crâne. Ce matin, sur le cours Saleya, on ne parlait plus que de la fleur géante en forme de parasol qui crève le toit du palais des fantômes. En bas, ils n'étaient pas si mécontents, remarquez. Ça leur faisait une publicité gratuite pour le marché. J'ai dû appeler une paire de bûcherons pour me l'enlever du milieu, sans contrefaçon de haricots magiques. Dans le plafond, il y a un trou grand comme ça, et juste là, juste le jour où il pleut des cornes. J'ai dû mettre des théières à contribution. Elles ont rechigné comme d'habitude. Elles me font de la peine, les pauvres, à remplir de pluie qui tombe froide
à se remplir de pluie qui tombe froide dans l'appartement. Marine retire ses lunettes. Sans les verres, ses yeux paraissent rétrécir. Le déluge sur le toit tambourine plus fort. Tu as forcé quelqu'un à boire sans lui demander son avis? C'est donc tout, c'est donc tout ce qu'elle retient? Ce thé qui a maturé pendant plus d'un siècle et qui m'a été transmis par 3 générations de théologues, tu l'as gâché dans une soupe dans une soupe au pistou? Une soupe, Félicité? Depuis 30 ans, Marine ne l'avait pas appelé autrement que Clé. Sa voix tremble, de colère sans doute ou bien de déception. Tu vas me demander maintenant pourquoi j'en ai après toi alors que c'est ta sœur qui a détruit mon travail? Tu vas me dem- Tu vas me demander maintenant pourquoi j'en ai après toi alors que c'est ta sœur qui a détruit mon travail? Tu vas aussi me demander si je remplis à nouveau ton placard à thé et je vais te répondre d'abord que je t'en veux à toi parce que tu connais le thé, tu connais la vallée des choses étranges et tu as quand même décidé de l'infuser dans une soupe. Pas par mégarde, pas en le prenant pour du loyer, non, par pure convoitise, préméditée en plus. Elle avait envie de me le dire, l'interrompt Félicité. Ça se voyait, Marine, je vous le jure, elle n'arrivait pas, elle n'osait pas, elle avait juste besoin. Arrête, je croyais que tu comprenais. J'aurais dû me méfier. Tu n'es plus une clé. Depuis que ta mère est morte, tu es un pied de biche. La porte entre les mondes des morts et des vivants, pour une fois, qu'elle te résiste un peu, tu ne le supportes pas. Alors tu cherches à la rompre. Pas besoin de talons en métal pour défoncer des portes et briser des serrures. Il suffit d'une âme en acier, d'une âme sans patience ni tendresse, sans compassion pour les plus longs, pour les sœurs qui ne savent pas bien lire, pour celles qui ont mauvaise mémoire, pour celles qui n'ont pas envie de parler ou de boire du thé, pour les fantômes qui ne laissent pas découvrir assez vite ni grâce ni indulgence pour personne sauf pour soi-même et sa pauvre petite misère. Et je te répondrai ensuite, parce qu'il ne faut pas croire que je sois ému au point d'en perdre ma conversation. Pas du tout. Je sais très bien où je veux en venir. Et ce que j'ai à te dire, je te répondrai ensuite que ton placard restera vide tant que tu n'auras pas changé d'âme pour t'en trouver une plus douce. Fais-toi pardonner. Après seulement tu pourras revenir me voir. Tu en profiteras pour amener ta sœur. J'ai à lui parler. La théologue se verse une tasse et repose violemment à théière. Les yeux fixés sur la vapeur qui s'élève entre ses mains, elle conclut. D'ici là, débrouille-toi. D'ici là, débrouille-toi comme tu veux avec tes fantômes, mais ne reviens plus. Si la table à thé n'était pas aussi lourde, Félicité l'aurait renversée. Malgré tout, et c'est dommage, la pierre reste plus dense que la colère. Elle ne se lève que lorsque ses jambes peuvent à nouveau la porter. Elle tente de croiser le regard de Marine, mais Marine ne quitte pas son thé des yeux. Félicité sort de la cabane colorée en laissant sa tasse tiédir sur la table à thé. Elle se perd un peu entre les rayonnages. Elle ne comprenait plus rien. Jamais elle ne s'était rendu compte qu'il faisait si froid dans ce labyrinthe de papier. Elle s'agrippe à ses propres épaules. Elle a oublié son écharpe en laine. Bonjour Théodore. Pourriez-vous m'indiquer la sortie? Mais le fantôme qui a étendu l'enrichissement s'éloigne à travers les allées sans lui adresser la parole. Elle erre longtemps entre les murs kaléidoscopiques tapissés de boîtes. Pour elle, elle pense peut-être que je vais me perdre pour de bon, m'asseoir entre des rayonnages, femme grise parmi les boîtes grises, jusqu'à devenir une boîte moi-même. On me retrouvera sur le sol et on me rangera sur une étagère. J'aimerais bien ça, devenir une boîte. Une simple boîte grise qui ne pense à rien parmi des milliers de boîtes grises qui ne pensent à rien. Quel repos ce doit être de rester posé là, sur une planche en métal, à dormir, juste dormir, demeurer grise et immobile, ne penser à rien et oublier les spectres. Miroir brisé. Elle est rentrée chez elle où ne reste plus rien. Plus de sœur, plus de thé. Rien qu'un grand vide qui déchire le toit. La pluie qui tombe à travers et le fantôme de la comtesse qui fait la sieste sur le canapé épinglé par les gouttes. Félicité tout à coup ne se trouve plus redoutable du tout. Son fauteuil s'est transformé en grosse éponge gorgée d'eau. Elle s'assoit dans un bruit de succion sur le tissu froid qui lui englue le dos et les jambes. La bruine piquette d'anthracite ses habits gris perle. Du coin de l'œil, elle aperçoit devant la porte une pile d'enveloppes humides. Encore quelques heures et elles se seront agglomérées en tas mouillés de papier. Tant mieux. Elle regarde le chaos et le chaos ne l'effraie pas. Heureusement qu'il est là même. Qui a envie d'ordre, de propreté, quand tout à l'intérieur s'est fendu? Elle sera contente, Angèle Victoire, lorsqu'elle se réveillera. Elle qui voulait que Félicité change un peu d'habitude. Peut-être qu'elle verra que ce n'était pas si mal finalement d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher quand tout le reste se tord, se déforme et s'émiette comme les reflets d'un miroir brisé. La cabane dans le palais, miroir brisé. Un placard plein d'étrangetés pour passer les fantômes, miroir brisé. Quelqu'un pour l'accueillir autour d'une théière et l'appeler Clé, miroir brisé. Sa sœur jumelle qui l'attend, cartes et bonbons en main entre les crânes d'oiseaux peints, miroir brisé.
Ce qu'il y a de commode avec la pluie, c'est que ça vous aplatit les cheveux, vous fait couler le long le nez et blêmir les joues, et alors vous avez l'air si misérable, si mal fichu, qu'on ne se rend même pas compte que vous pleurez. Un troupeau de théières sauvages. Les théières aussi ont disparu. Félicité ne peut pas leur en vouloir. C'est insultant pour un troupeau choisi, choyé, de servir de seau de pluie, surtout quand elles n'ont pas de théières mères pour les encourager, comme un général saurait persuader ses soldats qu'il est noble de crever pour les délires d'un autre, de l'eau sableuse plein les plaies. Là, les théières, elles ont dû se regarder avec leur bec en l'air et se dire que les sacrifices très peu pour elles. J'imagine qu'elles ont descendu l'escalier et sont parties dans les rues de Nice, tout un troupeau de théières redevenus sauvages, bondissant et claquant sur les pavés, sans mère, sans berger, libres, ensemble. Le majordome cartographe. Il faut plusieurs jours à Félicité pour trouver la force de se lever du fauteuil. Entre-temps, vient le mois d'août avec sa parasole, ses glacières et ses touristes encore plus bruyants que ceux de juillet. On les entend d'ici maintenant que le toit est troué. Au moins, la chaleur qui passe à travers sèche un peu les tasses pleines de pluie, les livres gonflés, les étagères vides. Le 8e matin, elle sort. La comtesse, qui n'a pas bu de thé depuis trop longtemps, la prend pour une domestique. Félicité se rend là où elle sait, depuis 8 jours, qu'elle doit aller à la rencontre de ses grands-parents. Ça, du moins, c'est ce qu'elle m'a raconté. Et ce n'est pas un mensonge, attention, mais disons qu'il manque là un bout de vérité. Vous commencez à la connaître. Elle n'allait pas me détailler le récit de tout ce qu'elle avait raté avant de réussir. De ses jours du milieu de l'été à enchaîner les cul-de-sac, à pister les indices qui n'en étaient pas, à traquer des morts sans spectre et des spectres qui ne reconnaissaient pas Carmine, à fouiller les ruines de Roquebillière vieux en long, en large et en travers, pour que les rares fantômes lui parlent d'Adélaïde, ça oui, partout Adélaïde, mais jamais de Carmine. Alors, elle me raconte ce 8e jour, celui où parmi ses tentatives, elle décide de visiter l'adresse niçoise de sa grand-mère. Malgré elle, elle imagine ce qu'elle dirait si Agonie était assise à côté, dans la voiture. Tu crois qu'ils ressemblent à quoi, nos grands-parents? Tu penses qu'ils sont devenus fantômes? Oui, on ne dit pas 300 ans pour juste mourir bêtement, comme ça. Si on prend la peine de rester debout 3 siècles entiers, c'est qu'on est bien accroché à l'existence. Mais à ton avis, ils seront pour l'Espagne? Dans son imagination, Agonie passe la tête par la fenêtre pour mieux y respirer, faire un bruit de tasse qui se cogne, et lui répond quelque chose comme ça doit être des gens charmants, en tout cas, vu la mère qu'ils nous ont laissée. C'est toute seule, sans thé ni sœur, que Félicité arrive là où, selon les archives, Adélaïde Rocabiera a vécu la seconde moitié de sa longue vie. La maison abandonnée domine l'angle de rue, derrière Negresco. Le palais de la couvre de son ombre. Le palais la couvre de son ombre. Elle existait avant lui et elle lui survivra. Sa façade ocre à fausses colonnes est noircie, ses moulures en stuc effritées sur le toit. La verrière est opaque de fiente. Tout autour se dresse une grille rouillée d'où dépassent des branches sèches de palmier. Malgré sa décrépitude, l'endroit a l'air tellement précieux et prétentieux, tellement bourgeois, même après 550 ans d'araignées et de pluie, que Félicité s'interroge. Comment est-ce que même sa mère a pu naître ici et mener une vie de bergère sur une montagne en proie aux tempêtes? Adossé au portail, un fantôme fume, le regard vague. Derrière la mort et les rides au coin des paupières, sa beauté de jeune homme ne l'a pas tout à fait quitté. Il a les yeux d'un noir de naphte et le nez d'une estampe. Le spectre tire sur sa cigarette avec une terrible nonchalance, à faire révérir, à faire reverdir d'un coup les feuilles de palmier pour l'épier qui l'épie d'en haut. Félicité comprend pourquoi sa grand-mère l'a choisi pour dernier époux. À son approche, il demande en roulant les airs et en chantant les voyelles. Voyez le grand sapin là-bas? Il désigne du menton les montagnes très loin qui ressemblent à des gros fantômes pris dans l'air embrumé de chaleur. Un peu de mousse aux pieds, 3 moineaux autour du tronc. C'est bon, vous voyez? Je l'ai planté pour la naissance de ma fille. Bientôt il fêtera 136 ans. Il est beau, hein? Félicité s'apprête à lui demander si son accent lui vient d'Espagne, quand brutalement il tressaille, crie un avertissement. Le silence seul lui répond. Le fantôme soupire. J'entends la pierre de la colline qui s'effrite jour après jour. Un bout de rocher va s'ébouler. Je répète qu'il ne faut pas passer par là, mais les gens n'écoutent pas. Je dois encore ajourner ma carte. Elle est caduque, toujours caduque, jamais finie. Félicité connaît assez les spectres pour savoir que celui-ci veut qu'on lui pose une question. Quelle carte? Sans la regarder, toujours aux aguets, il récite. Celle qui consigne tous les chemins, les plantes, les pierres, les animaux qui vivent
ont vécu, se sont trouvés sur ce territoire depuis la frontière italienne à l'est, l'entrée de la vallée des Merveilles au nord et les Alpilles à l'ouest, tout sauf les hommes. Il faut tout mettre sur la carte, toujours les choses minuscules et celles qui nous surpassent, les vents qui assassinent et ceux qui agitent les cheveux. Il nous faut les nommer, il faut les revertir, se les tatouer dans la mémoire, écrire ces choses et les dessiner et les photographier pour qu'elles nous appartiennent un peu. Sinon, leur trop de beauté nous écrase et nous violente. C'est trop, trop pour moi, alors je mets tout sur la carte, ou bien les beautés débordent et se débrouillent, et se brouillent, et... Il se pose un index au travers des lèvres, Félicité ne bouge pas. Au bout d'un moment, il se relâche et continue. Les gens ne savent pas se taire. Tenez, la biche a 11 taches, née il y a 2 étés, la plus belle de l'année. Elle a mis bas sous le sapin fendu qui siffle en sol bémol quand la tramontana se lève. Il pleuvait, la terre trempée, presque un fleuve de boue. Elle en a écrasé sous ses sabots des lombrics et des limaces. 37, je crois. Non, 38. Le dernier gras est très loin, 16 centimètres. Le gras est très long, 16 centimètres. Il aurait pu en labourer de la terre, il aurait pu en faire tisser des empans de forêt. Enfin. La biche, elle a souffert, trop. C'est qu'elle elle avait 2 petits dans la panse. Ça ne se produit presque jamais. Une biche a 2 faons, parce qu'il y en a toujours un qui prend le dessus, vous voyez. Alors le premier sort, tout enveloppé de liquide poisseux, rouge, blanc, rouge, blanc, et il se met à marcher sur ses jambes tremblantes, fort comme ça, on dirait qu'il va tomber. Les épines craquent sous ses pas, il découvre les bruits des sapins, l'odeur de la terre, il ne se préoccupe même pas de la douleur de la mère qui doit encore expulser son frère et n'a même pas le temps de le lécher. Les biches soufflent, s'essoufflent, de la sueur plein les babines et le front. Au-dessus, là, l'observe un moineau à gorge bleue, la tête penchée. Lui aussi, il s'en fiche qu'elle souffre. Juste, il regarde parce qu'il n'a rien d'autre à faire. L'arbre où il est penché sent la sève et ce parfum piquant rend à la biche un peu de force. Zachario, puisque c'est lui. Félicité reconnaît maintenant les boucles noires et la bouche framboise de sa mère, secoue la tête, le front ridé d'une jolie colère. Il m'a coûté de rayer cette biche de ma carte. Avec un peu de silence et l'odeur de la sève, elle aurait pu vivre. Mais les voitures ont monté là-haut et descendu ici toute la nuit, partout, sans ralentir. Les hurlements des moteurs et les crissements des freins ont résonné tout autour de la ville et contre la montagne. Et la biche, sans silence, elle est morte. Avec le second petit, à moitié sorti du ventre. Le premier sans mère pour le nourrir, il est mort le soir d'après. C'est pour ça que que je dis de se taire. Quelque part, il y a toujours une biche qui accouche. Son regard s'en va de nouveau vers le lointain. Il tapote la cendre de sa cigarette et recommence à fumer. Félicité se lance. Je viens voir Adélaïde da Rocabiera, si elle est là. Zachario la visage. On se connaît, non? Pas encore. Il souffle une nouvelle fois une nouvelle bouffée de tabac. Et l'enfant? Où il est? Quel enfant? C'est pour nommer un petit que vous venez, pas vrai? Elle ne va pas travailler sans le voir. Félicité extrait alors de sa mallette en cuir photopréhensible Félicité a extrait alors de sa mallette une cuillère photopréhensible en argent tourné, sculpté de lys. Zachario aussitôt fronce ses sourcils, mais ses yeux ne s'écarquillent pas. Il ne s'attarde pas sur l'objet comme ceux des autres fantômes. Il jette son mégot par terre, l'écrase du talon et traverse les barreaux du portail sans l'ouvrir. Venez. Adélaïde est à l'intérieur, mais ne la dérangez pas trop. Elle attend le retour de notre fille. Et des voiles sur les miroirs. Félicité pousse le portail rouillé et monte les 3 marches qui mènent au perron. La porte est verrouillée, barrée de planches et d'un panneau. Propriété privée, défense d'entrée, sous peine de poursuite. Elle jette un regard par-dessus son épaule. Personne ne passe sur le trottoir. En 3 coups de talon, elle défonce la porte et le bâton claque. Derrière apparaît une pièce plongée dans le noir. Entre les planches clouées aux fenêtres, quelques rayons s'infiltrent. Le paysage qui les révèle est forme d'ombre, de vieux tableaux et de grands draps. Une assemblée de fantômes pourrait-on croire si on n'a jamais vu un spectre. Le plancher gémit sous ses pas tandis qu'elle s'approche d'un cadre couvert d'un tissu blanc et en soulève un coin. Elle le lâche en sursautant. Quelque chose a bougé. Le bras tendu, elle recommence, plus prudemment, et lève les yeux au plafond écaillé. Ce n'est pas un tableau, c'est un miroir. Elle s'est laissée surprendre par son propre reflet. Ce reflet dans la tête, comme il y a 30 ans, Amasséna est redevenu bicolore. Cheveux rouges en bas, blancs aux racines, moitié-moitié. Les derniers jours ont passé trop vite pour sa chevelure qui pousse au galop. Elle a oublié la teinture. Tout sent le moisi. Elle prononce la remarque à voix haute pour en peupler la pièce, comme si on le pouvait lui rendre un peu de vie en l'habitant.
Derrière les draps qu'elle défait, presque tous, elle trouve des miroirs piquetés de taches noires et argent. Tout est moisi. Au moins ici, Nanny pourrait bavarder tant qu'elle veut. Pas besoin de muselière ni aspirateur, c'est l'avantage d'un endroit déjà pourri. Voilà donc où est née sa mère, dans cette ville-là, entre les tableaux et les miroirs, loin des moutons, loin des montagnes, au milieu de cette ville dont elle détestait les odeurs, les foules et les vacarmes. Félicité aperçoit un escalier et on monte les marches dans le noir, de plus en plus noir d'ailleurs. Le noir à mesure qu'il s'éloigne des fenêtres que s'éloignent les fenêtres du rez-de-chaussée. On n'entend rien d'ici, rien de la route qui passe juste devant la maison. L'obscurité avale les bruits. Si Nanny était là, elle dirait, on y voit comme dans le cul d'une chèvre. Elle n'aurait pas tort. En fouillant à l'aveugle au fond de son sac, Félicité finit par trouver une boîte d'allumettes. Elle fait glisser le carton entre ses paumes, sort un bout de bois, le gratte contre le côté. Un visage surgit tout près d'elle dans l'éclat de la flamme. Ouh. Eh ben, ça aurait été un live plus court que d'habitude, mais on va s'arrêter là du coup. Tu peux te démuter si tu y arrives, Marie. C'est très sympa ton dessin, j'aime beaucoup. Alors attends, je te laisse te battre avec ton... Ah, c'est bon. Oui, c'est Pourtant, bon. j'étais persuadée d'avoir appuyé sur le bouton. Ah, des fois ils sont un peu capricieux les téléphones. Il est très Ouais. très cool ton dessin, j'aime beaucoup. Merci. Mets-le un peu plus au centre, on le voit un peu mieux. Attends. Euh, Ouais, nickel, parfait. C'est très sympa. Une petite explication de ce que c'est? c'est mon personnage Zenko qui est dépressif plus plus plus. Yes. Et du coup, ça rejoint la fameuse collection, comme je disais tout à l'heure, des dessins de mes personnages qui se noient dans la piscine. Mhm. Qui, en fait, dans ces dessins-là, j'ai très envie de représenter la solitude, l'abandon dans un sens, etc. Parce que au final, bon là, c'est une main, mais démoniaque qui lui tend la main pour le secourir, mais au final, même si c'est qu'une piscine et qu'au final, ils ont pied, t'arrives quand même à te noyer dans le peu que tu as. Oui. Et j'avais sorti un premier dessin comme ça il y a 2 ou 3 ans, je crois, parce que j'avais vécu une rupture amicale très, 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 très compliquée. Ouais. Et du coup, je voulais essayer de représenter le fait que j'arrivais pas à m'en sortir noyée dans mes propres pensées, dans mes trucs, dans tout ça. Et du coup, bah, c'est comme ça que c'est né. Et ça a plu, et moi, ça m'a plu. Donc, j'ai continué. Je continue. Ah bah nice. En tout cas, j'aime beaucoup. Tu l'as fini là ou il t'en reste encore un peu à faire? Oh, il m'en reste beaucoup à faire. D'accord. Bah, il est très sympa si tu voudrais après le poster sur le serveur, il n'y a pas de souci, hein. Yes, yes, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé toi de la lecture? Franchement, j'aime bien du tout. D'après le titre, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça, mais au final, le titre ressemble, enfin, colle plutôt bien, bah, du coup, à l'histoire du livre, et franchement, c'est super sympa. Oui. J'aime beaucoup. J'ai hâte de savoir, du coup, le dénouement de l'histoire. Du thé pour les fantômes, oui, ça colle plutôt bien, ouais. En vrai, Ouais, ouais, ouais. tout est assez logique dans ce livre et c'est très agréable. Hop, alors attends, je remets le petit papier auto parce que je voulais pas l'abîmer. Hop, du coup, tu as passé un bon moment. Excellent, merci beaucoup. Eh bah, merci à toi d'être venu et d'avoir accepté mon invitation. On va se remettre sur la caméra. Hop, où tu es, petit fantôme là. Et là, cette fois-ci, on voit des petites chaussettes. Ouais, mes chaussettes! Non, vraiment, ce petit avatar est absolument adorable. J'aime beaucoup. Je l'ai fait à la va-vite parce que je me suis dit, merde, il faut un chibi. J'étais là en mode, merde, je fais quoi? Oh, en fantôme. Non, mais il est très très cool. J'aime beaucoup et je trouve ça très rigolo de le voir bouger quand tu parles. Ouais, moi aussi. Eh bah, écoute, Effectivement. un dernier petit mot avant que je fasse la clôture. Et du coup, merci de m'avoir invité. Merci à Sanogarde de m'avoir Oui, c'est vrai que recommandé. oui, Je parce sais qu'il pas si tu regardes le live, alors je sais mais pas merci. s'il regarde le live parce que je sais qu'il est très occupé ces derniers temps, mais il me semble que il t'avait passé une commande d'un échiquier si je dis pas de bêtises, je crois. C'est ça, Voilà. c'est exactement ça. Un Et échiquier et plusieurs dés. Mais du coup, ouais, je lui enverrai un message pour la remercier. Euh, et du coup, bah, merci beaucoup bah, du coup, de ce moment et tout. J'essaierai de repasser sur les lives si ça colle avec les moments où je suis libre et tranquille la plupart pour du temps, continuer. je suis en soir, donc 20h30.
22h30. Et sinon, je fais de l'après-midi. Mais le prochain 12 bulles, ça sera à la même heure, donc 15h30, 5h30. Bon, là, j'étais un peu en retard, donc malheureusement, voilà. Et ça sera dimanche, voilà. Donc, Ouais, bah, je crois que. Bah non, t'as de la chance, je travaille pas dimanche à cette heure-là, donc peut-être que je pourrais venir. yes. Et bah écoute, je vais te déposer dans le salon Grillby et je te retrouve juste après si tu veux rester. Tac. Allez, à tout de suite. Hop. Ah, Et bah écoutez, on a passé un bon moment. Désolé que le live soit plus court que d'habitude. J'ai pas eu une très bonne organisation aujourd'hui. Ça a été une journée un peu compliquée en plus. Du coup, bah moi je vous fais des bisous. Je vous retrouve demain pour un peu de Minecraft. Je vous embrasse très fort et merci à tous d'être passés. Bye bye tout le monde et des bisous. Allez, des bisous tout le monde.